losing my patience. I just came here to bend. On avait fait un meet-up assez pointu autour de Nova Scheduler et donc ce soir on va encore parcourir un autre pan d'OpenStack autour des métriques avec plusieurs sujets couverts. Donc un premier sujet avec Julien Danjou, donc c'est Men in Black, donc il y a un des principaux contributeurs du projet Célometer, le créateur, PTL, responsable du projet pendant plusieurs releases. Et donc ce soir, il va faire le focus sur la refonte de Célometer en différents sous-composants, notamment un composant qui s'appelle Gnocchi. Et donc redétailler un peu toutes ces évolutions au sein des métriques d'OpenStack. Et également donc Ala Resmerita et Pierre Souchet qui vont intervenir eux sur le concret, un retour d'expérience d'utilisation de métriques dans OpenStack. Donc ça va parler de Célometer, mais pas uniquement parce que pour gérer une production, il y a énormément de choses à surveiller dans toute la plateforme. Donc l'idée, ça va être de montrer un cas concret de qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour monitorer une plateforme, collecter des informations sur les plateformes virtuelles OpenStack. Voilà, et donc je tiens à remercier ce soir nos sponsors de la soirée. Déjà l'école 42 qui nous reçoit, donc ça fait déjà plusieurs soirées qu'on organise ici, donc c'est vraiment super sympa d'avoir ce cadre. Pouvoir streamer également, on sait qu'il y a du monde qui suit aussi en live, donc c'est vraiment sympa de nous accueillir. Et le sponsor donc, qui finance tout à l'heure, on aura un cocktail dînatoire, on aura de quoi manger, il y a des burgers, de la bière. Donc après les conférences, donc Dell qui nous soutient pour cette soirée. Et donc on a un représentant ce soir de Dell, donc Stéphane Esch, qui va en introduction présenter dans un sujet connexe aux métriques des solutions qui ont été mises en place sur des équipements réseau avec protocole ONI pour monitorer et superviser des plateformes soit OpenStack, soit Ceph. Donc je vais passer le micro à Stéphane qui va commencer la série de conférences. Merci. Bonsoir. Alors comme d'accoutumé, on ne peut pas parler serveur, même si je viens de chez Dell. Je vais plutôt vous parler réseau et des implications, et en tout cas des interactions qu'on peut trouver entre le réseau et cette partie OpenStack. Donc moi, je suis avant-vente chez Dell déjà depuis quelques années. Donc je m'occupe exclusivement du portfolio réseau qui aujourd'hui de plus en plus a tendance à aller vers le système. Donc c'est un petit peu cette partie-là, en tout cas s'approcher de la partie serveur. C'est cette partie-là que je voulais un petit peu vous faire effleurer en une dizaine de minutes. Donc un des premiers schémas de standardisation qu'on a mis en place déjà depuis quelques années est issu en fait du monde OCP et a pour vocation finalement de reproduire ce qu'on a fait il y a déjà quelques dizaines d'années sur la partie serveur, c'est-à-dire de décorréler la partie software de la partie hardware des commutateurs. Aujourd'hui, quand on achète un commutateur, on se dit simplement bon, il y a des ports, un OS qui tourne dessus et on sait très bien que l'OS est fourni par le même fabricant que le hardware et on ne se pose absolument pas la question de décorréler ces deux couches. Nous, cette question, on se l'est posée, et on se l'est posée non pas dans un objectif de décorréler juste pour le plaisir de vendre les deux séparément, mais de pouvoir offrir donc du choix, tant sur la partie matérielle que sur la partie operating system. Donc pour effectivement décorréler ces deux couches, il a fallu définir un standard. C'est le but en fait du standard ONI, donc qui est un standard normalisé sur ECP, qui permet de définir un modèle d'installation d'un OS tierce sur une plateforme de commutation. Voilà. Donc évidemment, ce standard ONI n'a pas vraiment créé des choses. C'est simplement un loader qui va gérer des images, les installer, désinstaller, effacer la flash, faire ce genre de choses, des fonctions finalement assez basiques, sauf qu'elles sont standardisées, qu'elles permettent effectivement, moyennant un grub qui va gérer la partie bootloader. La boîte ONI, on va dire, c'est simplement une busybox sur laquelle on a introduit des commandes de gestion d'images, tout simplement. Voilà. Donc ça nous permet d'arriver à ce genre d'écosystème où on va pas rentrer dans les détails des produits, peu d'intérêt aujourd'hui, un ensemble de commutateurs compatibles ONI. Là, il y a un logo Dell, mais il pourrait ne pas avoir un logo Dell. Ils auraient rigoureusement la même approche.
C'est simplement du hardware, un ASIC et une couche de compatibilité ONI qui permet, donc moyennant cette couche, d'aller installer des OS. Alors les OS en question, on va retrouver notre propre OS maison. Traditionnellement, on a ce montage switch d'un vendeur et OS d'un vendeur. Donc on l'a toujours, évidemment, pour les clients qui souhaitent conserver ce modèle, mais aussi la possibilité d'installer d'autres types d'operating system. Donc c'est ce modèle-là qu'on appelle la désagrégation en anglais, qui permet effectivement de faire ce genre de montage. Alors, on ne va pas traiter évidemment de tous les différents OS. Chacun a sa spécificité et son use case. Je vais en citer un aujourd'hui parce qu'il a une connotation très simple à prendre en compte. C'est celle-ci, c'est Cumulus, qui est le plus connu historiquement, puisque c'est eux qui sont à l'origine de ce standard ONI, qui ont soumis ce standard à OCP. Cumulus simplement fournit des distributions Linux, des Debian, complètement standard pour des switches. Voilà. Donc si on respecte ce modèle-là, un modèle de switch ONI, on a la possibilité d'installer effectivement cette couche. Alors je vais vous parler d'un OS qui est celui-ci, très rapidement, sur la partie application tracking, dont le seul objectif, en dehors de l'aspect amélioration de la convivialité, de l'équipement, etc., est de vous fournir des informations sur notamment la latence, la durée de session, ce genre de choses, les statistiques, mais d'un point de vue central au switch. Historiquement, quand on a besoin de savoir si telle application a une latence plus ou moins élevée, on va positionner une sonde au niveau de la partie serveur dans l'OS et analyser effectivement pour un serveur donné le temps de réaction, le temps de latence. Là, on prend le problème un petit peu différemment où on se positionne depuis le réseau pour aller récupérer de manière centrale sur l'ensemble des nœuds cette information. Alors, plutôt qu'un long discours sur ce que ça fait ou ce que ça ne fait pas, j'ai préféré simplement, en 2 slides, vous donner une capture et commenter la capture de type d'informations qu'on pouvait remonter. Donc, typiquement, quand on veut réaliser ce genre de choses, on a plusieurs pistes. La première piste, c'est effectivement peut-être faire du sampling. Demander au commutateur d'aller faire de l'échantillonnage de paquets pour faire une analyse par la suite. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, à mesure qu'on monte en débit, les taux de sampling diminuent. Donc, on a une visibilité qui est de moins en moins bonne par rapport à ce qui se passe sur le réseau. Deuxième manière de faire les choses, c'est d'aller regarder les compteurs d'interface. C'est ce que tout le monde fait aujourd'hui. Le problème du compteur d'interface, c'est quand on travaille avec des serveurs qui font énormément de choses, qui ont de la virtualisation, tout est mélangé. Donc, il faut aller effectivement essayer de trouver qu'est-ce qui provient de telle application, telle qui est absolument impossible au niveau d'un compteur d'interface, puisque c'est un cumul en fait, de paquets. Donc, la manière dont on a réglé en tout cas la problématique, c'est une approche liée directement aux fonctionnalités du commutateur qui vont permettre en fait, d'avoir une information de tracking par application donnée. Donc, si je prends le cas, là en l'occurrence ici, c'est du Nutanix qui est mis en œuvre, mais ça aurait pu être n'importe quel type d'application, que ce soit pour du stockage ou pour d'autres fonctionnalités, où on va en fait analyser les sessions TCP, regarder les numéros de port de manière dynamique qui sont utilisés, et à partir de là, extraire les informations, notamment qui sont indiquées ici, de latence, état du flux, durée de connexion pour une session donnée. Donc ces informations-là sont issues de la partie réseau, et vont donc avoir une vue globale sur l'ensemble des serveurs de la ferme, du cluster, etc. etc. Voilà. Donc ça permet d'avoir un outil vraiment central, on va dire de visibilité, tant sur la partie métrique que monitoring en termes de performance et de latence. Donc chiffres de latence typiquement sur des usages comme du Ceph par exemple sont clés. Parce que très souvent, ce n'est pas une coupure franche, mais plutôt une coupure ou plutôt un problème de latence sur certains nœuds et pas sur d'autres. Voilà. J'ai fini mon introduction. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça avant de passer le micro à quelqu'un d'autre. Alors, on a plusieurs éléments. On peut faire une extraction sur du Wireshark. On a aussi possibilité d'exporter tous les logs d'informations de l'ensemble des applis au moyen de filtre au format CSV pour une importation derrière sur des outils d'analyse. Et là, ce que je vous ai montré, c'est simplement une capture avec les mots-clés. C'est du langage de commande avec des shows qui permet directement au niveau de l'équipement, ou plutôt de l'ensemble d'équipements, de retirer les informations en visuel. Là, c'est plus dans un but peut-être de troubleshooting, ce que je vous ai montré. Effectivement, si on voulait avoir un but de monitoring, on peut faire soit de l'extraction PCAP, soit de l'extraction sous forme de CSV en flux tendu, qui permettent en fait de régulièrement de remonter les informations. Alors, ça se fait très simplement, on fait un mount NFS et on va déposer régulièrement des fichiers avec les informations collectées au fil de l'eau. Alors, je vais vous parler ce soir de Gnocchi, un nouveau projet qu'on a démarré sous l'égide de Silometer. La dernière fois que j'étais venu ici dans un meet-up parler de quelque chose, c'était il y a 3 ans, j'avais présenté Silometer.
Donc c'est bien, je me retrouve 3 ans après à faire encore du Silometer, ça change. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais plein de trucs avant de faire de l'OpenStack et ça fait 4 ans maintenant que je suis puni, je fais de l'OpenStack, parce que j'aime bien ça quand même. Et je bosse chez Red Hat depuis qu'ils ont racheté Innovance il y a un peu plus d'1 an. Voilà. Alors, je vais commencer par vous raconter l'histoire en fait de Gnocchi. En essayant de pas vous endormir, parce que les histoires des fois ça endort. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'il y a quand même beaucoup de projets dans OpenStack. Donc un projet de plus à chaque fois dans OpenStack, c'est un peu la blague courante. Et pourquoi on a fait ça? Parce que il n'y a vraiment pas de raison a priori de démarrer un nouveau projet, surtout quand on avait Silometer qui était déjà assez gros. Et pourtant si. Alors pour ceux qui ne connaissent pas trop Silometer, j'imagine qu'il y a quand même beaucoup de gens qui connaissent maintenant, parce que ça commence à être un petit peu de l'histoire ancienne. C'est un projet qu'on a commencé fin 2012, qui avait pour but de prendre des métriques sur OpenStack. Concrètement, à cette époque-là, si vous vouliez installer un cloud OpenStack et récupérer des métriques pour faire, le premier use case, c'est clairement de faire du billing, parce que les gens qui font du cloud, ils aiment bien faire des factures derrière pour facturer les ressources. Il n'y avait rien, il n'y avait aucune solution, ne serait-ce que pour récupérer les métriques, d'une part, et encore moins de solutions pour les stocker, les traiter et les offrir derrière à un système de billing ou un système de statistiques ou ce que vous voulez. Il y a plein de choses à faire avec des métriques. J'imagine que aujourd'hui, on est tous plutôt conscients du fait que prendre des décisions sans métriques sur votre cloud, que ce soit évidemment la facturation, mais la scalabilité, le provisioning ou ce genre de choses, c'est clairement impossible. Donc la première mission de Silometer, c'était de faire ça, de collecter des métriques dans OpenStack, qui n'était pas du tout une problématique que les projets comme Nova, Glen, Swift, etc. à l'époque avaient pris en compte. Enfin, c'était pas vraiment leur problème. Et corriger ça à l'époque dans ces projets-là directement, dans Nova aussi, c'était complètement impossible parce que c'était vraiment pas leur problème. Et ils s'en souciaient pas, et donc on a préféré démarrer à côté en ayant espoir que peut-être un jour on allait résoudre le problème dans ces projets directement, ce qui n'est jamais arrivé. Donc le Silometer a grossi et est devenu une énorme machine de collection de métriques et de stockage de métriques. Ce que fait Silometer, du coup, c'est qu'il collecte toutes les métriques, tous les événements qui se passent dans OpenStack. Vous démarrez une instance, il récupère les événements, il va regarder régulièrement combien de CPU est utilisé par les instances, vous mettez des objets dans Swift, il va les compter, il va regarder combien il y en a, il va stocker tout ça. Et quand il stocke toutes ces données, en fait, les gens qui ont déjà utilisé Silometer ont pu remarquer que toutes les données qu'il stocke sont énormément dupliquées. C'est-à-dire que dès qu'il va chercher des métriques, par exemple, mesurer le taux d'utilisation CPU d'une instance, il va collecter en même temps toutes les métadonnées de l'instance, c'est-à-dire où est-ce qu'elle est hébergée, quel est sa flavor, qu'est-ce qu'elle a comme type de disque attaché. Toutes ces choses-là qui sont des informations qui ne sont pas forcément des choses mesurables, mais c'est des propriétés, un peu comme on dirait, voilà, ici, il y a des sièges de telle ou telle couleur, la moquette de telle couleur, c'est des données qui ne sont pas mesurables, mais qui sont des propriétés de ce qu'on mesure. On va stocker ça à chaque fois qu'on fait ce qu'on appelle du sampling dans Silometer, ce qui fait que ça génère beaucoup de données. Clairement, sur des clouds assez grands, on a des gigaoctets, des centaines de gigaoctets de données, surtout si on garde ces données pendant très longtemps, ce que les gens aiment bien faire aussi pour voir des statistiques à long terme. Donc, je ne sais pas s'il y a déjà des gens qui ont utilisé ou installé Silometer, ne serait-ce pas forcément en production, mais au moins développé ou utilisé, s'il y en a quelques-uns, ouais, quand même. Donc, en général, ça finit comme ça. C'est qu'il y a vraiment beaucoup de données et c'est inutilisable. J'ai été PTL de Silometer pendant 1 an. Et pendant 1 an, je n'ai pas pu faire grand-chose en termes de développement, mais j'ai eu beaucoup de feedback des gens qui utilisaient Silometer et qui me disaient c'est vachement bien Silometer, ça collecte plein de données, c'est vraiment tout ce qu'on veut. On les stocke, mais ça ne marche pas parce qu'en fait, dès qu'on veut récupérer les informations, c'est inutilisable. Il y a une API dans Silometer qui permet de récupérer les métriques sous forme de liste de samples ou sous forme agrégée, c'est-à-dire en faisant des calculs dessus, de moyenne, de min, de max et compagnie. Mais par exemple, le CERN qu'utilise au début Silometer, c'est vachement bien, mais bon, dès qu'on veut avoir une statistique, ça prend 20 minutes. Du coup, c'est pas super pratique quand on avait un des premiers use cases de Silometer qui a été adressé, c'est l'autoscaling avec HIT, donc le système d'alarming qui a été rajouté dans Silometer. Quand vous avez beaucoup de données, quelques centaines, milliers d'instances qui tournent, et vous dites, bon, alors, est-ce qu'il faut que je déclenche une alarme pour l'autoscaling? Il faut 20 minutes pour savoir si oui ou non il faut scaler. C'est pas super utile en fait. Il faut mieux scaler tout seul automatiquement ou n'importe quoi, c'est plus utile que attendre 20 minutes. Donc c'était vraiment un gros problème dans Silometer et c'était clairement très compliqué pour nous à l'époque de corriger ça comme ça du jour au lendemain parce que tout le modèle de données qui avait été conçu au début, quand on a commencé en 2012, c'était un modèle assez naïf. On ne savait pas trop où on allait. On s'est dit on va tout collecter, on fera le tri après, quoi. Mais faire le tri de manière dynamique des données, c'est quand même super compliqué. Ça prend beaucoup de temps et il faut faire du calcul avant. C'est ce qu'on s'est rendu compte un petit peu avec l'expérience. Du coup, on est reparti à zéro. C'était, je pense, à peu près début 2014, juste au moment où il y a le changement le nouveau cycle, la release qui est arrivée au mois de mai.
où moi j'ai fini d'être PTL. Ça faisait un an que je gérais le projet Simulator et j'ai préféré arrêter parce que je pouvais rien faire. J'avais tous les gens qui venaient me voir en me disant oh, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Je sais, mais je le dis aux autres, mais ils n'ont pas le temps de regarder non plus. Tout le monde, chaque entreprise qui contribue à OpenStack a son propre agenda. A priori, c'était pas vraiment dans l'agenda des gens pour l'instant de fixer ce genre de problème. Donc je suis reparti à zéro. Moi, j'ai laissé tomber Silometer et j'ai fait, je vais faire autre chose parce que je vais résoudre ce problème de stockage. On l'a toujours dit dans Silometer, stocker les données. Au début, c'était MongoDB. On a eu plus de drivers, on a eu des drivers SQL, on a eu du Hadoop, on a eu pas de Cassandra, je crois qu'on n'en a pas eu, on a eu du DB2, on a eu plein de choses qui sont arrivées. Mais bon, il n'y a aucune solution vraiment scalable qui fonctionnait, qui adressait correctement tous les use cases. Les gens qui stockaient dans du Hadoop, clairement, ils faisaient du big data derrière, du processing et compagnie. Mais ils ne rendaient pas les données accessibles aux utilisateurs, ce qui est vraiment quelque chose qu'on voulait faire dans Silometer, être multitenant et dire les gens qui utilisent le cloud peuvent avoir accès à leurs propres métriques. Du coup, moi, je suis reparti à zéro et j'ai commencé un petit prototype sur un mois et demi dans mon coin, sans contribuer à Silometer, parce que contribuer à Silometer, c'est-à-dire envoyer des patchs et compagnie, ça aurait voulu dire qu'il aurait fallu que les gens reviewent les patchs, donnent leur avis, etc. Et ça prend beaucoup trop de temps. Si j'écoute les gens quand je développe, ça prend beaucoup trop de temps. Donc j'ai fait le truc dans mon coin et je me suis dit, on verra bien dans un mois ce que ça donne. Si c'est nul, on le jettera. Et si c'est bien, peut-être qu'on pourra continuer le truc. Donc j'ai présenté ça un mois plus tard, au mois de mai, au Summit d'Atlanta. Et il se trouve que finalement, ça a pas mal plu aux développeurs de Silometer, l'idée même de faire ça, cette idée que j'avais, qui était simplement de stocker les données de manière plus intelligente, moins redondante et préagrégée. Ce qu'on voulait faire depuis plus d'un an dans Silometer, c'était les gens qui font de l'admin, qui connaissent genre RD Tool par exemple, d'avoir des métriques et de dire voilà, moi je m'en fous, je veux juste de la moyenne sur 5 minutes, sur 1 heure, sur un mois, et la donnée à la milliseconde, ça m'intéresse pas vraiment. Et faire ce genre de calcul par exemple en avance, alors que Silometer les faisait à la demande, ce qui est vachement bien parce qu'on peut faire n'importe quel type de granularité quand on veut, mais ça prend 20 minutes, donc c'est pas très intéressant. C'était le genre de concept que je voulais mettre en place dans Silometer, c'était clairement impossible de contribuer directement à Silometer là-dessus. Donc j'ai commencé ce projet que j'ai appelé Gnocchi. Avant de le commencer, évidemment, j'ai regardé un petit peu ce qui existait, parce que réinventer quelque chose qui existe, c'est un peu stupide. Je me suis rendu compte que ce que je voulais faire, c'était une time series database en anglais, une base de données de séries temporelles. C'est-à-dire stocker des informations du type il est 18h, il fait 22 degrés, et puis à 18h05, reprendre cette mesure et la stocker à nouveau. Et ça existe déjà quelque part, il y a plein de projets qui adressent ça. Donc j'ai regardé, mais c'était pas folichon. Il y a pas mal de gens qui ont écrit des articles de blog sur le sujet aussi, en disant les bases de données de séries temporelles, c'est rigolo, mais il y a tel projet qui fait ça, mais pas ça. Celui-là, il fait ça, mais pas ça, celui-là, il marche pas. Celui-là, c'est des thésards qui l'ont fait, ils ont abandonné. Donc il y a quelques projets qui sortent du lot, comme OpenTSDB, qui a priori fonctionnent, mais pour lequel il faut déployer Hadoop. Donc déjà, ça refroidit. On ne voulait pas de solution. Si on dit aux admins qui ont déjà du mal avec Silometer qui ne marche pas, alors en fait, il faudrait mettre Hadoop pour que ça marche. Je pense que les gens vont juste faire autre chose. Donc on a voulu prendre une solution assez simple et un truc qui était plutôt dans le modèle et dans l'écosystème OpenStack, c'est-à-dire plutôt du Python et si possible pas des trucs trop ésotériques en termes de stockage et compagnie. On a regardé aussi des projets comme Graphite, puis on a vite refermé parce que c'est pas du tout. Ça fonctionne, c'est un peu reproche chez plein de gens, mais c'est pas super joli en termes de code et de design. Ça allait pas pour ce qu'on voulait faire à l'échelle. Le problème qu'on a, c'est que les solutions comme Graphite ou RRD et compagnie, ça marche bien pour les gens qui ont un parc de 100 serveurs, mais quand on a 10 000, 20 000, 100 000, 200 000 serveurs potentiellement derrière, on voulait que ça fonctionne quand même. Même si on n'est pas sûr que les autres projets OpenStack fonctionnent à cette échelle-là, on voulait quand même essayer d'y réfléchir et de faire que ça fonctionne. Donc on est parti vraiment sur un nouveau projet parce qu'il n'y avait rien d'existant qui réussissait à nous convaincre en tout cas. Et donc on a fait Gnocchi. Gnocchi qui a été finalement la solution présentée à Atlanta et qui a séduit l'équipe. On a décidé du coup de passer les 6 premiers mois dessus entre le cycle donc qui commence au mois de mai 2014 et celui de l'année dernière qui s'est fini au mois de novembre, à faire un premier prototype sans le réaliser parce qu'on savait très bien qu'il y avait en fait quasiment que 2 développeurs à plein temps sur le projet. C'était pas assez pour avoir une solution complète qui s'intègre en plus avec Silometer. Donc on a réalisé finalement notre première version fonctionnelle 1.0 avec Kilo, donc au mois de mai dernier, qui fonctionne avec Silometer Kilo et qu'on a poussé les gens à déployer. On a eu très peu de déploiements. On commence à avoir des déploiements maintenant avec Liberty. On a des feedbacks depuis quelques semaines sur Liberty de gens qui commencent à utiliser Gnocchi en version 1.2, 1.3, les versions qu'on a réalisées ces dernières semaines et qui nous font des bons retours du coup parce que ça fonctionne assez bien. Finalement, on ne s'est pas trop trompé.
Alors maintenant, je vous ai expliqué un petit peu l'histoire du projet et pourquoi on avait commencé ce nouveau projet. Je vais essayer de vous en parler un peu plus en détail, de vous le présenter déjà d'un point de vue utilisateur et puis un petit peu d'un point de vue administrateur, développeur, de comment ça fonctionne. Première chose qu'on a fait dans Gnocchi, dans Silometer, il y a un seul modèle de données, c'est super simple, ça s'appelle les samples. Dans un sample, vous avez tout n'importe quoi. Vous avez une ressource, souvent un ID, un timestamp et une valeur. Donc par exemple, la ressource, ça va être cette salle. Et puis le nom de la métrique, ça va être la température. Et puis il fait 22 degrés et il est telle heure. Et puis en même temps, on va capturer tout. On va capturer la couleur de la moquette, le nombre, pas le nombre de personnes parce que c'est une métrique, mais toutes les propriétés en fait, par exemple de la salle ici. Le fait qu'il y a un éclairage, le fait qu'il y a une porte, le fait que tout ça, on va le capturer. Et à chaque fois, on va le capturer. Donc toutes les 5 minutes, on va relever la température et recapturer toutes les propriétés. C'est vachement bien parce qu'on perd aucune info, mais c'est super verbeux. Il y a plein de choses qui changent jamais. Et puis en fait, on a bien un type de données qui est la métrique. Et on a un autre type qui est en fait la ressource, sur laquelle on a aussi des propriétés qu'on veut connaître, en fait, qui n'ont rien à voir avec des métriques, mais la réalité, c'est que les gens qui, par exemple, font de la facturation, ils veulent savoir quelle est la flavor d'une instance. Et ça, c'est un truc qu'on ne peut pas mesurer parce que c'est pas numérique. On ne fait pas des moyennes là-dessus. On veut juste savoir que c'est telle flavor. Donc on a identifié dès le départ deux choses bien distinctes, qui sont les métriques, c'est-à-dire les séries temporelles, les time series en anglais, et les ressources, qui sont un disque dur, un serveur, des choses qui ont des propriétés et sur lesquelles on va faire des mesures. Des mesures de bande passante, des mesures, ça peut être un réseau, la ressource, une mesure de bande passante, mesure d'utilisation CPU, ou ce genre de choses. Donc comme je disais, une ressource qui est la première entité en fait, qui existe dans Gnocchi, c'est ça, c'est par exemple une instance, et sur laquelle on va stocker des propriétés. Donc les propriétés, c'est simplement, par exemple, où est-ce qu'elle tourne, sur quel hôtel tourne, quand est-ce qu'elle a démarré, quand est-ce qu'on l'a arrêté, dans quel serveur groupe elle se trouve, son propriétaire, user, groupe, tout ce qui sont des propriétés Keystone. Des choses qui peuvent évoluer dans le temps, c'est pas un souci, ça on le gère très bien, mais c'est pas des choses qu'on va vouloir, en gros, à chaque fois qu'on fait une mesure sur ce serveur pour savoir quelle bande passante il a utilisé ou quel taux de CPU il utilise, on va pas restocker ces informations à chaque fois. Une fois qu'on les connaît, on les connaît. C'est pas la peine de vérifier sans arrêt et de les restocker à nouveau comme on faisait dans Silometer. Ce qui fait qu'on a une ressource qui est beaucoup plus petite en taille, quoi. C'est pas comme avant, on avait toutes les minutes, par exemple, à nouveau toutes ces informations de stocker. Ce qui était très, très naïf comme approche. Les métriques, c'est ma plus belle slide. Qu'est-ce qu'une métrique? En fait, c'est super simple, une métrique. Dans Gnocchi, on a gardé un modèle de données qui était le plus simple possible. Une métrique, c'est donc, comme je disais, une série temporelle. Donc ça se compose d'une liste de tuples qui sont le timestamp et la valeur. Donc par exemple, il est telle heure, la valeur, c'est telle valeur. En plus, en propriété, on a son nom et la ressource à laquelle elle peut être attachée. C'est tout, il n'y a rien de plus. Clairement, dans Silometer, si vous aviez des métriques genre CPU.util, qui existent dans Silometer, vous avez à chaque fois toutes les données qui sont stockées à nouveau, comme je disais. Là, c'est pas le cas. Dans Gnocchi, c'est vraiment le truc de base, c'est vraiment la métrique et c'est juste ça. C'est juste cette série de points qui est stockée et qui du coup est beaucoup plus facile à stocker parce que c'est beaucoup moins gros, surtout quand on fait l'agrégation. Du coup, mes slides ne sont pas dans le bon ordre. Voilà, donc le lien entre les deux, c'est celui-là. On a les ressources d'un côté, qui sont déclarées dans Gnocchi, les métriques de l'autre, et qui sont de cette façon-là. Donc vous avez la métrique CPU utile qui va mesurer l'utilisation CPU, qui va être liée à une ressource instance. Ici, memory, pas la même chose. Et puis, par exemple, l'usage pour un disque. Les métriques, c'est toutes les phases. Il n'y a pas de type de métrique particulier. C'est vraiment juste une liste de points qu'on va associer à chaque fois avec une ressource. Elles sont stockées en fait dans deux endroits différents. On a deux moteurs de stockage. Là où la plupart des projets OpenStack ont simplement une base de données dans un coin et un fichier de conf. Nous, on a vraiment deux moteurs de stockage distincts. D'un côté, l'indexeur, qui lui stocke toutes les informations des ressources. Une petite partie des informations des métriques, leur nom par exemple, c'est stocké dans l'indexeur. Le lien entre les deux, qui est stocké aussi ici. Et toute la partie dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la time series, vraiment le point et les valeurs qu'on mesure, le temps et les valeurs sont stockés dans ce qu'on appelle le storage, évidemment, qui est un autre driver complètement différent de l'indexeur. Donc c'est vraiment deux systèmes de stockage pour deux choses bien distinctes. D'un côté, les séries temporelles, de l'autre, un index avec toutes les ressources qu'on a dans notre cloud et compagnie. Alors, avant de commencer un peu plus à rentrer en détail dans l'API, une chose qu'il faut que j'explique sur les métriques, comme je disais, c'est des séries temporelles. Ce qu'on fait dans Gnocchi, c'est qu'on fait de l'agrégation. C'est-à-dire que quand vous allez donner, je ne sais pas si c'est évident pour tout le monde, quand vous allez relever des points toutes les secondes, par exemple, vous n'allez pas vraiment vouloir garder les points toutes les secondes.
En fait, ce que vous voulez en général, c'est sur 1 minute, 5 minutes. Vous pouvez faire à la seconde évidemment, mais en général, c'est sur 1 minute, 5 minutes, 1 heure que vous voulez, une moyenne, la valeur la plus grande, la valeur la plus petite, tout ce genre de calcul sur des ranges de temps bien donnés. Ce que fait Gnocchi, c'est que quand vous allez stocker des métriques, vous allez lui indiquer pour votre métrique comment vous voulez qu'il agrège ces données. Typiquement, vous allez dire, voilà, moi je veux mesurer l'utilisation de la bande passante d'une instance. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des statistiques sur la minute de ce qui se passe sur une journée. Moi, je veux avoir cette granularité de la minute sur une journée, et sur un mois, à l'heure près, ça me va, et sur un an, on va dire qu'à la journée, c'est très bien. Vous allez pouvoir définir ce qu'on appelle une archive policy dans Gnocchi, dire voilà, pour ces métriques-là, je veux tel type de stockage, et pour celle-ci, tel type de stockage. Vous définissez autant d'agrégations que vous voulez, donc ça peut être clairement à la seconde près sur 1 heure, à la minute près sur une journée, etc. Il n'y a pas de limite à ce niveau-là sur le nombre d'agrégations que vous voulez. Et vous pouvez aussi définir à quelle mesure vous voulez pouvoir retourner dans le temps. C'est-à-dire que c'est pas possible, pour ceux qui ont fait des mathématiques et des statistiques, c'est pas possible de réagréger des données 3 jours avant, parce qu'on a perdu les points en fait d'origine. Donc refaire une moyenne avec quand on n'a pas les points d'origine ou un minamax, c'est plus facile, mais certains calculs statistiques sont pas possibles à faire. Du coup, on limite le temps sur lequel on peut revenir en arrière. En général, on garde par exemple 1 heure ou 2 heures de points pour être des derniers points qui sont arrivés, pour être sûr de pouvoir refaire les calculs sans se tromper. Et si les points arrivent vraiment trop tard, c'est-à-dire une journée après, bah, tant pis, on ne pourra pas les réutiliser. Ce concept d'archive policy, c'est aussi une des entités de premier niveau qu'on trouve dans Gnocchi. Donc vous pouvez créer, manipuler les archives policy via l'API. Je ne l'ai pas mis dans les slides parce que les slides sont déjà assez pleins de JSON et tout ça après. Mais c'est des opérations crudes, faciles pour manipuler ces objets-là d'archive policy. Je crois que j'ai mis un exemple après. Voilà, pour les créer, en fait, coucou l'API. Donc toute l'API est en REST. Elle est assez bien designée, contrairement à toute l'API OpenStack. Elle est vraiment très. Il y a des verbes REST utilisés et tout, c'est super joli. Donc pour créer, il y a des collections, tout ça qui sont bien respectées, contrairement à beaucoup de projets. Comme on a eu le temps d'y penser avant et pas de rajouter des trucs sans arrêt comme beaucoup de projets OpenStack, on a un peu 3 ans de recul sur ce qui a été fait avant, c'est quand même facile pour nous. Du coup, voilà, on peut créer une archive policy comme ça. On lui dit la définition. Par exemple, ici, il y en a 2. On lui dit je veux garder une granularité d'1 seconde pendant 1 heure. Et sur une journée, je veux garder 48 points. Et on lui donne un nom, c'est plus facile pour l'utiliser. Et du coup, l'API nous répond OK. Donc, on n'a pas défini les méthodes qu'on voulait utiliser. Du coup, il prend celle par défaut, c'est-à-dire la moyenne, le 95 percentile, le nombre de points, etc. Et il dit, voilà, si tu m'as donné ça, du coup, là, je vais garder 3600 points d'1 seconde, ce qui fait 1 heure, et je vais garder 48 points à une demi-heure d'intervalle, ce qui fait une journée. Et c'est toujours le même nom. Donc l'API renvoie exactement ce qu'elle a compris, elle a créé donc l'archive policy qui s'appelle Low derrière. Avec ça, du coup, on peut créer un métrique. Pour créer un métrique, c'est vachement facile. Il suffit de dire, hop, passe vers un métrique, le nom de l'archive policy qu'on veut utiliser, qu'on a créé juste avant. Donc, une archive policy peut être utilisée pour toutes les métriques, il n'y a pas de limite là-dessus. Et donc l'API répond par qui a été créé. Donc ça, c'est les UID Keystone classiques pour ceux qui utilisent OpenStack. Le nom de la métrique, elle en a pas par défaut. La ressource, il n'y en a pas ici. Et l'archive policy qui est utilisée. Donc l'ID de la métrique qui est renvoyée ici est autogénéré de manière unique par Gnocchi directement. Avec cet ID là, donc du coup on a le location en haut. On peut récupérer sur cette URL là les mêmes infos qu'on a récupérées à la création directement, ce qui permet de récupérer les informations des métriques. Évidemment, on peut envoyer des mesures sur ces métriques. Donc c'est pareil, on a une URL unique, on envoie les métriques avec, comme je disais, timestamp value, que ça a envoyé, autant de points qu'on veut, dans l'ordre, dans le désordre, peu importe. Et l'API, elle répond accept, c'est tout. En fait, le traitement est asynchrone derrière, donc il n'y a pas de réponse, si ce n'est que HTTP 202, c'est-à-dire qu'on a accepté le boulot et on va s'en occuper derrière. On peut récupérer, une fois que c'est traité, du coup, les métriques. Donc c'est même endpoint. On récupère avec get et ça récupère. Donc par défaut, ça récupère la moyenne des points agrégés de la manière dont on l'a défini. Donc tout à l'heure, on avait dit qu'on voulait sur une demi-heure. Donc ici, on a la première agrégation qui est à 14h30 sur 1800 secondes. La moyenne, c'est ça. Si on fait la moyenne de ça, ça doit te donner ça normalement. Et ici, on a les points qui sont agrégés. Et du coup, je crois que c'est sur la seconde. Voilà, sur la seconde ici. Sur 1 seconde, ça a été agrégé. Et donc, on a la moyenne sur 1 seconde à ces différents intervalles sur lesquels on a des points de données qui ont été donnés. Donc, on peut donner des paramètres en plus. Typiquement, là, on demande les mesures à partir de cette date-là, à partir de 14h34. Et on ne demande pas la moyenne, mais les points avec les plus hautes valeurs. Donc, ici, on en a 2, qui sont les points les plus hauts pour cette période d'agrégation-là. Vu qu'il n'y en avait qu'un, il me semble, dans l'exemple, c'est facile, c'est le point en question. Il y a différents types d'agrégation. Il y en a beaucoup, en fait, on utilise
Pandas derrière, qui est basé sur NumPy, et donc il y a tout plein de méthodes d'agrégation, déviation au standard, etc. Min, enfin max, tout ce que vous avez besoin en statistique, normalement est à peu près disponible. Le seul truc, c'est qu'il faut que ce soit défini avant, parce qu'on peut pas les définir à la volée, évidemment. On peut faire de la recherche, ça c'est plutôt sympa. On n'a pas encore de gros use cases, mais j'en vois quelques-uns, qui sont par exemple de chercher les instances qui sont les plus consommatrices en CPU, ce genre de choses. On peut faire de la recherche de valeurs en fait, dans les métriques. Donc il suffit de donner une liste de métriques sur le endpoint search, avec ici, alors j'ai bien un exemple assez complexe pour bien comprendre, que ici on donne une condition, enfin deux conditions, ici un end, que la valeur soit différente de 55, et que la valeur, si on lui rajoute 23, soit supérieure ou égale à 50. Donc on a un point qui match, c'est-à-dire celui-ci. Sur une seconde, il y a eu 43,1. Effectivement, ça match bien, c'est pas 55, et si on rajoute 23, c'est bien supérieur à 50. Donc, du coup, on peut faire des recherches sur ces métriques-là, à partir de timestamp données, par exemple les valeurs les plus grosses sur un mois ou ce genre de choses. Assez facilement, on peut chercher dans les moyennes, dans les mines, dans les max. Donc normalement, ça couvrira suffisamment de use case pour retrouver tout type de valeurs derrière. Pour l'instant, il n'y a que la recherche sur les métriques. On va sûrement rajouter bientôt la recherche sur les ressources aussi. Parce que là, il faut connaître les ID des métriques, c'est pas impossible, mais c'est un peu plus compliqué à faire du coup avec l'API. Donc ça, on devrait le simplifier à terme. Il y a plein d'autres choses, comme l'agrégation across métriques, c'est-à-dire qu'en fait, si vous avez plusieurs métriques, plusieurs séries de données, et que vous voulez faire la moyenne, par exemple, de la température de toutes les salles de l'école, et ben vous allez avoir différentes métriques, différentes time series pour chaque salle, et vous allez faire la moyenne de tous, et ben vous pouvez faire ça avec l'API. Il y aura toutes les métriques, je veux la moyenne sur tel time range, avec telle fonction, la moyenne par exemple, et récupérer ces valeurs-là directement. Pas besoin de le faire vous-même, l'API elle va le faire pour vous, elle va récupérer les métriques, elle va faire la moyenne, vous les renvoyez. On a les archive policy rules qui sont en fait appliquer les archive policy par rapport au nom des métriques. C'est surtout pratique avec Sinometer. Vous pouvez définir en fait toutes les métriques qui ont tel nom, doivent utiliser tel archive policy, avoir telle granularité en fait de stockage. Et on a depuis peu la visualisation des métriques avec Grafana, si vous connaissez, c'est un dashboard entièrement en JavaScript avec une petite partie en Go qui supporte des bases de données genre InfluxDB, OpenTSDB, etc. Et on a écrit le support, un plugin pour supporter Gnocchi. Du coup, vous pouvez avoir des super graphiques. On voulait faire un dashboard, mais on est vraiment nul en front-end, alors on s'est dit qu'on va prendre un autre dashboard existant dont c'est le boulot. En fait, Grafana n'a pas de stockage de métriques, ils font qu'un dashboard qui se plug sur les autres systèmes derrière pour visualiser les données. Vous pouvez créer des dashboards complets avec vos ressources, vos métriques et compagnie. Deuxième partie de l'API, comme je disais tout à l'heure, il y a les ressources. On a vu que les métriques, pour l'instant, on n'a pas parlé de comment stocker les instances, les disques, les réseaux et compagnie. Donc on a un deuxième endpoint qui va être V1 resource. Alors chaque resource a un type, ça c'est obligatoire, on ne peut pas y couper. Le type de base c'est générique. Générique c'est une ressource qui n'a pas de propriété particulière. Donc vous pouvez utiliser tout pour générique, il n'y a pas de contrainte là-dessus. Vous pouvez créer une ressource, il suffit de lui donner l'ID. Donc l'ID en fait c'est vous qui le choisissez, contrairement au métrique où c'est généré par Gnocchi. En fait vous le choisissez pourquoi ? Parce que dans la vraie vie, vous utilisez des instances avec des UID qui sont générés par Nova, ou des noms d'acomptes qui sont générés par Swift, ou ce genre de choses-là. Et on ne voulait pas générer un nouvel ID qui mappait vers un ID d'OpenStack, enfin, c'est compliqué. Du coup, on a dit, voilà, l'ID, c'est à vous de le passer. C'est un ID qui forcément doit être unique, mais qui doit venir d'un autre système. Lequel, peu importe. En général, c'est OpenStack, c'est pour être autre chose. Le project ID qui possède cette ressource-là, et le user ID. Et donc, ça vous crée une nouvelle ressource. Vous avez son adresse et toutes les propriétés qu'elle a. Donc, par défaut, la propriété started A, donc on considère qu'elle a été commencée maintenant, la ressource, qu'elle n'a pas de fin, et c'est tout, qu'elle a type générique. Il n'y a pas vraiment d'autres propriétés par les révisions ici qui sont en fait l'historique de la ressource, dont je vais parler juste après. Évidemment, avoir des métriques d'un côté et les ressources de l'autre, c'est cool, mais c'est mieux si on peut les associer toutes les deux. Donc ça, c'est l'exemple de création d'une ressource d'instance, type instance. Donc il y a beaucoup plus de propriétés du coup. Les propriétés, elles sont fixes, contrairement à Sinometer où en fait toutes les métadonnées pouvaient être n'importe quoi, vous pouviez rajouter n'importe quoi, donc c'était vachement cool parce qu'on pouvait mettre plein de propriétés qu'on avait envie d'inventer. Le problème c'est que pour les gens qui consommaient l'API, comme il n'y avait pas de type identifié de ressources avec des propriétés, par exemple vous n'aviez aucune garantie dans Sinometer que quand vous interrogez la liste de ressources qui était construite à la volée depuis les samples pour récupérer la liste des instances, que toutes les instances allaient avoir un nom. Il n'y a aucune garantie dans l'API qui vous dit ça. Et dans la pratique, selon les installations d'OpenStack et selon qui avait déployé comment le cloud, eh ben, il n'y avait pas forcément de ces propriétés-là. Donc c'est vraiment douloureux à utiliser comme API quand vous n'êtes pas sûr qu'en fait l'objet en face il y a bien la bonne propriété, quoi. Ou alors qu'elle a un autre nom. Du coup là dans Gnocchi, l'API spécifie que une instance, il y a un display name, une flavor ID et compagnie. Ça, on a repris les champs de Nova, on n'a rien inventé, hein. On a pris les champs de Nova, on a pris les champs de Cinder, etc.
pour simplement les stocker à nouveau et les coller dans notre base de données, dans notre indexeur. Donc il y a beaucoup plus de propriétés. Et ici, on peut associer des métriques, ce que je n'avais pas fait dans la slide avant sur le générique. On lui dit, voilà, le métrique que j'ai créé tout à l'heure, en fait, il a tel UID. Son nom, je vais l'appeler CPU utile, et tu l'associes dans la liste des métriques, on peut en mettre autant qu'on veut. Et ici, c'est bien renvoyé de la même façon. Donc l'API renvoie en fait ce qu'elle a compris d'ici à chaque fois, ce qui fait qu'on est sûr que l'API a bien compris les choses vu qu'elle renvoie le résultat à chaque fois. On peut modifier les ressources avec patch. On modifie le champ qu'on veut. Par exemple, ici, si on a une instance qui a migré de host 1 à host 2, ben on peut renvoyer une modification en disant voilà, mon instance, elle a été modifiée. Maintenant, elle est plus sur compute 1, mais sur compute 2. Et ici, en fait, on a le champ révision qui change. C'est-à-dire qu'en fait, on a créé une nouvelle révision de la ressource. Dès l'instant où on modifie une ressource, on crée une sorte de nouvelle snapshot de la ressource. C'est-à-dire qu'on a créé notre ressource à un instant donné, elle avait telle propriété, on a changé une propriété ici, le host. Du coup, on a une deuxième version de l'instance qui a été modifiée, qui est créée. Et ça nous permet d'avoir l'historique. Ici, on a bien l'historique de cette instance-là. On voit bien qu'au début, elle était sur compute 1. Ça a commencé ici. Hop, à ce timestamp-là. Bon, c'est super rapide, c'est autogénéré comme exemple, du coup, c'est super rapide en timestamp. Mais ça a commencé ici. Et après, deuxième version, qui n'est pas encore terminée, c'est encore la version qui est en cours, puisqu'il n'y a pas de fin. Qui a commencé ici. En fait, ici, ça a changé. On est sur compute 2. Donc, on voit ce qui a changé au fur et à mesure dans la ressource. Ça, c'est stocké directement dans l'indexeur. Il n'y a pas de calcul qui est fait. En gros, c'est une requête SQL, quoi. Donc c'est super rapide, contrairement à Simulator, il fallait 10 minutes pour récupérer ça en allant lire tous les samples qu'il y avait dans la base de données MongoDB. Là, c'est rapide. Là, ça prend quelques millisecondes de récupérer cette information-là et d'avoir l'historique d'une ressource. On peut faire des recherches sur les ressources avec un super langage qui ressemble un petit peu à celui qu'on a dans Silometer, parce qu'on l'a un peu copié, avec n'importe quel type de critères, des expressions un peu compliquées si on veut. On peut récupérer la ressource d'un certain type et tout son historique aussi si on veut. On peut aussi faire des recherches dans son historique. On récupérer des ressources qui étaient sur telle hôte par exemple à telle date. Ça c'est fait avec une requête de ce type-là, c'est facile à faire. Et derrière c'est une requête SQL qui est faite et c'est super rapide. Beaucoup plus rapide que d'aller taper les millions de samples qu'il y a dans MongoDB derrière. Et ça adresse en fait les use cases qu'on a directement quand on fait la facturation, ce genre de choses. On peut faire de l'agrégation across metrics sur les instances. Donc c'est un peu le même exemple que je donnais tout à l'heure. Celui-là, en fait, a été clairement pensé pour HIT et l'autoscaling. En fait, on a des ressources qui vont avoir, par exemple, la même propriété de serveur groupe dans HIT. On va pouvoir faire une agrégation de leurs métriques. C'est ça dans l'autoscaling parce qu'en général, on fait la moyenne du serveur groupe, de leur utilisation CPU. Et si la moyenne de l'utilisation CPU d'un serveur groupe est supérieure à 80%, on démarre une nouvelle instance. C'est le use case de HIT, celui qui marchait très très mal dans Silometer, qui marche beaucoup mieux maintenant, puisqu'en fait on a juste à récupérer dans l'indexeur la liste des ressources qui matchent ça, et de la récupérer à la métrique derrière dans le système de storage, ce qui est assez rapide, et de faire la moyenne à la volée, de renvoyer le résultat. Il peut consommer ça directement, dire ah, effectivement là il faut que je fasse quelque chose, ou je fasse rien. Donc c'est un use case qu'on a largement amélioré. C'est un des premiers qu'on a voulu implémenter pour justement montrer à HIT que c'était une bonne direction aussi pour eux, parce qu'ils étaient un petit peu inquiets. Que ça allait vraiment améliorer leur vie parce que utiliser Silometer pour eux c'était assez compliqué aussi. Comment ça marche Je ne sais pas s'il y a déjà des gens qui ont déjà vu les diagrammes de Silometer, ça fait beaucoup plus peur que ça. C'est vachement simple du coup. Donc on a le système de storage de valeurs de métriques comme j'ai dit tout à l'heure, l'index. On a l'API, donc en fait ça c'est une application WSGI classique qui tourne avec Apache ou ce que vous voulez, enfin c'est du WSGI donc c'est juste une application à laquelle les utilisateurs peuvent parler directement, envoyer les requêtes REST comme j'ai mis dans l'exemple. Et il y a un autre démon qui tourne, qui est scalable, vous pouvez en lancer 1 million si vous voulez, c'est vachement vite du coup. Et qui lui en fait s'occupe de ce que c'est marqué ici, de récupérer les nouvelles mesures qui sont envoyées, de faire les calculs et de restocker ces calculs une fois qu'ils sont faits dans le storage. Et il fait aussi le ménage, depuis peu, il nettoie aussi les métriques qui ont été supprimées par l'utilisateur, c'est asynchrone, du coup elles sont marquées comme pour être supprimées, et c'est les métriques D qui s'en occupent derrière qui suppriment. L'API, elle utilise le storage pour récupérer les métriques quand l'utilisateur lui demande je veux les valeurs de telle métrique, donne-les-moi. Et puis pour manipuler les ressources, comme j'ai dit tout à l'heure, gérer l'historique des ressources qui a été créées, les supprimer et compagnie. C'est pas plus compliqué que ça. Tous les 2 points qui sont ici, l'API et métrique D scale, c'est-à-dire que vous pouvez en lancer 10 000 si vous avez besoin de 10 000 instances pour que ça tourne derrière. En fait. C'est ça qui est assez rigolo. Le seul truc qui ne scale pas trop pour l'instant, c'est l'indexeur. Parce que c'est du SQL, le driver de référence aujourd'hui c'est du SQL et c'est peut-être le truc le plus dur à scaler.
Mais normalement, vous n'allez pas avoir le problème tout de suite parce que vu ce qu'on fait avec, c'est quand même super simple avec une grosse machine, enfin, ou des grosses machines qui font tourner du SQL derrière, c'est pas très compliqué. Pour le storage, on utilise quoi? On utilise Swift, parce que du coup, c'est vachement OpenStack Swift, on sait que c'était une bonne idée. Et on sait que ça scale. Swift, on sait que ça marche très très bien. Enfin, on a beaucoup d'exemples, on a les chiffres de Rackspace et compagnie. On sait très bien que ça marche sans problème. Et on a un driver qui est basé sur Ceph. On sait aussi que Ceph, ça marche bien. Et que ça scale aussi bien que Swift, en tout cas pour ce type de stockage. Et donc, du coup, on n'a aucun problème au niveau de la gestion des métriques, de les stocker, peu importe leur taille, peu importe le nombre de points. En fait, la plupart des algorithmes qui sont dans Gnocchi, que ce soit récupération des métriques, etc., mis à part pour l'indexeur, tout est en fait en complexité, même pas linéaire, en fait simple, puisque c'est une table de hash, grosso modo, aller chercher les informations dans Swift. Là où Stilometer, en fait, la plupart des opérations que vous faites dans Stilometer sont en fonction du nombre de samples. C'est-à-dire que si vous avez relevé 1 million de points dans Stilometer, ce sera encore plus long que si vous avez récupéré que 100 000, et inversement. Donc tout était lié en fait au nombre de samples dans Stilometer, et là c'est pas le cas. Si vous avez 1 million de métriques, ce sera aussi lent ou aussi rapide que si vous avez 10 métriques. Ça change pas, tout est linéaire en fait. On a fait des benchmarks l'année dernière au tout début du projet pour être sûr de ça, et a priori c'est vrai. Les graphiques sont tout plats, donc c'est bon signe. On sait qu'en fait peu importe le nombre de métriques ou etc., ça va toujours aussi vite. Modulo l'indexeur, mais les performances de genre PostgreSQL qu'on recommande d'utiliser quand il y a des index etc. derrière, ça va, c'est pas super lent. Donc c'est ce que je disais sur les points de clé du design, c'était vraiment ça, d'avoir des temps d'accès qui soient vraiment constants, pas forcément super rapides, parce que Swift c'est pas forcément quelque chose de très rapide quand on veut accéder à un fichier, il n'a pas la propriété d'être super rapide. Par contre, quand on accède à 10 000 fichiers en même temps, Swift est toujours aussi rapide, ça c'est cool. Pareil pour Ceph, il est en grande partie asynchrone, donc comme je disais, pour gérer les nouveaux métriques, les nouvelles mesures qui arrivent sur les métriques, c'est asynchrone. On a le même design que beaucoup de projets dans OpenStack, c'est-à-dire que c'est pluggable, donc c'est toute une base de drivers. On a des gens qui ne voulaient pas utiliser Ceph, qui voulaient utiliser InfluxDB par exemple, enfin Ceph ou Swift, qui voulaient utiliser InfluxDB pour stocker les métriques. Parce que InfluxDB ça a l'air super sexy, donc on leur dit ok, si vous voulez, faites un driver. Ça marche pas, mais ils sont en driver. On peut écrire aussi des fonctions d'agression personnalisées. On a un exemple de ça qui a été fait par une interne de OPW l'année dernière, mais c'est pas très utilisé. Mais si vous voulez faire je sais plus comment ça s'appelle, des window fresh, un truc comme ça, c'est possible d'écrire du code Python qui fait ça pour vous. Et ça marche avec ou sans Keystone. En fait, ce qui est rigolo, c'est que j'ai voulu faire un projet OpenStack qui soit utile à d'autres gens que dans OpenStack, parce qu'OpenStack, ils aiment bien que les projets, à part Swift, qui est un très bon exemple de projet qui a réussi en dehors, qui a une vie en dehors d'OpenStack. Vous prenez Glance, ça sert à rien, Glance. Ça marche dans OpenStack, mais sinon c'est juste inutile, quoi. Personne ne dit, je vais installer Glance, c'est super. Non, Glance, ça marche, on a besoin de Glance pour utiliser Nova. Mais en fait, on voulait pas que Gnocchi soit un truc qui soit utilisable simplement, genre j'ai Stilometer, il me faut Gnocchi. C'est que s'il y a des gens qui veulent stocker des métriques et des ressources, il n'y a rien vraiment d'OpenStack spécifique ici, à part le type des ressources qui est spécifique à OpenStack. Mais vous pouvez créer les vôtres et étendre Gnocchi avec vos propres types de ressources. Il n'y a rien qui est vraiment spécifique à OpenStack. C'était un des points clés du design. On ne voulait vraiment pas que ce soit un truc qui marche qu'avec OpenStack, avec tout le code OpenStack et compagnie, ça marche avec ou sans Keystone. Du coup, c'est un truc qu'on peut désactiver. Si vous avez un autre système d'authentification, c'est facile. C'est un middleware à placer devant Keystone ou Apache, peu importe, pour faire l'authentification. Il n'y a vraiment rien de spécifique. Du coup, on peut le faire marcher avec Ceph à la place de Swift, si vous avez un Ceph, et avec un autre module d'authentification. On a testé des trucs assez rigolos pour les gens qui font un peu de développement OpenStack. C'est qu'en fait, au lieu de faire, quand on fait des commits dans OpenStack, et qu'il faudrait en gros que ça rajoute une fonctionnalité ou ce genre de choses, les gens mettent un tag dans le commit qui s'appelle DocImpact, qui ouvre un bug automatiquement dans le système de documentation d'OpenStack. Et après, ils croisent les doigts pour que quelqu'un, un jour, écrive la doc. Ça marche vachement bien, ça, du coup, parce qu'il n'y a pas de doc. Enfin, la doc a 10 ans de retard, enfin, c'est catastrophique. Du coup, on a changé de politique, c'était facile parce qu'on était 2-3 développeurs, donc on s'est un peu flagellé entre nous. Voilà, si tu écris une nouvelle feature ou un nouveau appel dans l'API, tu le documentes. Sinon, on ne veut pas de ton patch, ça sert à rien. S'il n'y a pas de documentation, personne ne peut l'utiliser. Du coup, on a mis cette politique-là, c'est cool parce que la doc, elle est vachement complète, quoi. C'est facile d'installer, la doc est complète, c'est facile d'utiliser toute l'API, ce que je montrais tout à l'heure, en fait, j'ai fait des copier-coller de la doc. Parce que tout est écrit directement dans le projet et la doc est auto-générée, c'est-à-dire que les exemples que je vous ai dit tout à l'heure en fait, sont générés au moment de la compilation de la doc avec un vrai serveur Gnocchi. Comme ça, on est sûr que les exemples ne sont pas périmés ou je sais pas quoi. Quand on change un truc dans le code, ça change la doc automatiquement. Ça, c'est plutôt cool. On est le seul projet, je pense, à avoir une doc directement sur OpenStack.org qui n'a pas été écrit par d'autres gens qui comprennent pas forcément les options, etc. et qui est directement dans le projet. Et il est multi-tenante. C'est un des problèmes qu'on avait avec beaucoup de projets genre OpenTestDB, etc. ou InfluxDB, c'est qu'en fait, c'est fait pour installer par un admin dans un coin et l'utiliser tout seul. Mais dans OpenStack, on a plein d'utilisateurs. On veut que les gens, depuis le début avec Stilometer, on veut que les gens qui utilisent Stilometer et donc Gnocchi puissent avoir accès à leurs propres métriques.
Vous avez beau avoir un opérateur qui va collecter les métriques de votre instance pour vous, on veut que l'utilisateur puisse lire ses propres métriques et y ait accès. Donc on est multitenant dans ce sens-là. Alors, est-ce que vous pouvez l'utiliser? J'aurais tendance à dire que oui, heureusement. Ça marche dans DevStack directement. On a un plugin DevStack pour ceux qui font du développement OpenStack. Ça s'active très facilement avec DevStack. On peut l'installer avec pip. Donc si vous faites du Python, c'est facile. C'est packagé dans plein de distros déjà. La config par défaut, elle marche. Ce qui, je pense, est assez exceptionnel dans OpenStack. Parce qu'en général, c'est pas le cas. Donc, c'est un projet OpenStack qui marche par défaut, c'est cool. Bah, nous, ça marche par défaut. Le seul truc à changer, c'est de mettre où est votre base de données. Ça, on peut pas le deviner. Mais sinon, par défaut, il stocke dans des fichiers les métriques et ça marche. Donc, si on n'a pas le support d'SQLite, parce que c'est vraiment trop limité, SQLite, on pourra peut-être bosser dessus. Mais sinon, si on avait le support d'SQLite, ça marche vraiment par défaut de bout en bout. Ça marche avec Silometer, parce que je n'ai pas trop parlé de Silometer en fait, mais ça marche avec. Dans Silometer, vous avez un composant qui s'appelle le collector qui collecte ces fameuses métriques et qui avant les stockait dans MongoDB. Et comme dans Silometer tout est pluggable, vous mettez à la place, vous enlevez la partie stockage de MongoDB, vous mettez la partie stockage dans Gnocchi, et ça stocke tout dans Gnocchi. Et ça marche. Le code du dispatcher était avant dans Gnocchi, maintenant il est dans Silometer avec la release Liberty qui va pas tarder à arriver. Le support est natif. Du coup, dans Silometer, vous mettez, je veux mettre ça dans Gnocchi, Gnocchi il est à telle adresse. Et rouler JS. On a un support de StatD qui est plutôt expérimental, mais c'était plutôt pour le challenge. C'est-à-dire s'il y a des gens qui utilisent StatD pour collecter vos métriques, il y a un démon qui s'appelle Gnocchi StatD qui peut être utilisé et envoyer vos métriques dessus. Comme j'ai la doc qui est directement dans le projet. Il y a un client qui est disponible. Alors on va le release cette semaine dès que l'équipe d'OpenStack de la release veut bien nous le releaser. Mais normalement la version 0.1 parce qu'il n'est vraiment pas finalisé, qui permet d'avoir un outil de commande qui s'appelle Gnocchi. Enfin, Gnocchi create métriques, ça crée des métriques, tout ça. Et ça marche comme l'API en fait, mais en ligne de commande directement, ce qui est plutôt cool à utiliser. Et du coup, on a un SDK aussi en Python si vous voulez écrire des programmes derrière. Donc oui, normalement, c'est vraiment facile à installer. Les développeurs sont super cool pour avoir le support. On fait plein de supports pour des gens qui l'installent en ce moment. Et ça va, a priori, ils pleurent pas, ils sont plutôt contents de pouvoir stocker les métriques pour une fois dans Silometer et que ça marche. Qu'est-ce qu'on va rajouter rapidement? On a envoyé notre patch, en fait, notre plugin Grafana, qui n'est pas intégré encore. On voudrait bien qu'il soit encore pour être un citoyen de premier niveau dans Grafana, ce serait cool. Pour l'instant, le Carbonara, c'est la bibliothèque qu'on utilise pour stocker les métriques dans Ceph et dans Swift. Elle marche pas forcément super bien si vous avez des millions de métriques dans votre time series, si vous avez 1 million de mesures de la température de la pièce, là, ça va être un peu chaud, quoi. Ça va être un petit peu lent quand vous avez récupéré la métrique, genre ça va prendre 5 secondes, quoi. Ça va mieux que Silometer et ses 20 minutes, mais c'est un peu long, on pourrait faire mieux, on le sait. Donc pour l'instant, on n'a personne qui se plaint, mais on se dit que d'ici quelques mois, ça va nous tomber dessus, donc on voudra améliorer ça. Comme j'ai tout à l'heure, faire de la recherche de ressources basées sur les valeurs de métriques. Pour l'instant, c'est pas impossible à faire, mais c'est un peu compliqué, il faut faire pas mal d'appels d'API pour récupérer les choses en 2 ou 3 temps. Ça, on peut l'améliorer, on voudrait le faire. Et ce qui est pour l'instant très, très ennuyeux pour les gens qui utilisent Gnocchi, c'est d'avoir des types prédéfinis d'instances, de disques et compagnie qui ne sont pas extensibles, pas facilement extensibles. Donc ça, c'est un truc qu'on voudrait, je pense, qui va être un des gros sujets de discussion au prochain summit, c'est-à-dire d'arriver à rendre plus facile l'extension et les types de ressources dans Gnocchi. Typiquement, il y a des gens qui ont par exemple, des ressources, des switch réseau, ce genre de choses, qui ne sont pas des trucs OpenStack qu'on sait décrire à l'avance et qui veulent être déclarés dans Gnocchi. Ça, pour l'instant, c'est pas super évident. Voilà, si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre, maintenant ou plus tard. Allô ? Oui. Ouais, donc je voudrais revenir sur le fait que tu dis que Gnocchi, c'est pas forcément fait pour OpenStack, ça peut être utilisé pour autre chose. Ouais. Mirantis a fait la même chose au niveau de Rally, où ouais. Voilà, ils disent que Rally c'est fait pour aussi d'autres projets. Est-ce que tu n'as pas peur qu'il y ait un énorme effet pervers là-dessus, qui est qu'on peut en tant qu'utilisateur penser que vous optimisez pas le produit pour OpenStack et que vous refusez de faire des choses dans le but d'être compatible avec d'autres solutions, alors que nous, utilisateurs d'OpenStack, on se fout pas mal des autres solutions. En fait, ça peut... Moi, quand le mec de Rally a dit ça, j'ai dit, mais en fait, je m'en fous, moi, que ça marche pour d'autres produits, mais j'ai vraiment envie que ce soit optimisé pour OpenStack. Alors, est-ce qu'il y a un réel intérêt ? Est-ce que c'est pas dangereux de dire ça ? Je pense pas que ce soit dangereux. Je pense qu'il y a un réel intérêt parce qu'aujourd'hui, si on veut qu'il y ait des gens qui utilisent OpenStack, c'est pas toute la plateforme, mais chacun des modules de manière indépendante, je pense que c'est plutôt intéressant de contribuer à la communauté en général open source et des projets. Il n'y a pas de raison qu'on fasse un truc spécial OpenStack alors que c'est une solution qui n'existe pas ailleurs.
dans d'autres contextes, enfin des contextes plus généraux. Mais donc, tu vas pas te refuser de faire des choses que tu ferais. Non, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Après, si on doit un jour faire des trade-offs en termes de design en disant si on fait de l'OpenStack, c'est ça. Aujourd'hui, typiquement, on est optimisé OpenStack. On a des types de ressources qui sont les instances d'OpenStack avec des attributs qui viennent de Nova. Donc, tu peux pas dire qu'on n'est pas. On a pris OpenStack comme premier citoyen, si tu veux, mais on essaie de devenir le plus générique possible à terme pour que ce soit OpenStack, ce soit par défaut une conf qui marche avec OpenStack, mais que s'il y a autre chose derrière, et une plateforme plus générique, pas cloud ou autre, ça puisse fonctionner aussi. Mais clairement, le premier truc qu'on a, c'est le support de DevStack ou ce genre de choses, tu vois. C'est vraiment notre premier truc, c'est OpenStack, mais tu peux désactiver Keystone et tu peux l'installer avec pip, quoi. Et si tu fais ça, bah t'as pas OpenStack. Le problème, c'est qu'OpenStack, pour nous, ça a peut-être une bonne réputation, mais à l'extérieur, quand tu parles d'OpenStack, les gens ils font genre ouais, ok. Et ça n'a pas une très bonne réputation, donc on est content de supporter OpenStack. On voudrait aussi que le projet fonctionne en disant mais en fait OpenStack, regardez, ça marche aussi avec des trucs, c'est pas que un gros bloatware énorme qu'il faut installer pendant 3 semaines chez toi, etc. Ça marche par défaut, c'est un peu ce que fait Swift en fait. Swift a un petit peu tendancieux parce qu'ils ont du mal à s'intégrer avec le reste d'OpenStack justement. C'est un peu, je pense, un de leurs déboires, mais nous, en tout cas, on essaie de ne pas faire ça, de faire un compromis entre ce que fait Nova, Nova c'est le meilleur exemple, mais ce que fait un truc comme Glance, par exemple, qui sert à rien en dehors, et ce que fait Swift, où ils servent en dehors, mais ils ont du mal à s'intégrer. Voilà, on est entre les deux. Bonjour, j'avais 2 questions. La première, la partie insertion de données dans Gnocchi, tu dis que c'est fait avec HTTP. Oui. Ça veut dire que Kafka n'est plus supporté, j'imagine ? Non, il n'y a aucun bus derrière. D'accord, donc ça veut dire qu'en termes de configuration au niveau des nodes type Nova, il faut configurer explicitement sur chaque node. En fait, qui insère les données directement ? Silometer. Silometer est toujours en charge de la collecte. Donc en fait, dans Silometer, si tu utilises Kafka, il y a un driver Kafka, me semble-t-il, oui. Tu peux toujours, en fait, Silometer fait office de tampon. Il n'y a pas de queue en fait dans Gnocchi, je ne sais pas si tu as remarqué. Dans Silometer, tu as un queue, tu as un bus, Rabbit et compagnie. Donc tu peux envoyer plein de messages qui vont être processés derrière. Il n'y a pas ça, on fait que du HTTP, donc on est vraiment bête. Et du coup, il faut Silometer ou une autre solution, mais bon, Silometer dans le cadre d'OpenStack est la meilleure. Et donc tu peux avoir du Kafka, envoyer tes métriques et tes samples Silometer via Kafka, avoir le collecteur qui les reçoit sur ton bus Rabbit ou Kafka et qui après s'occupe de gérer la queue et de stocker dans Gnocchi. D'accord. Il y a donc on peut mettre plusieurs adresses IP pour pousser dans N nodes directement, c'est configuré dans Silometer. Tout à fait. Ouais. Et c'est load balancer directement. Enfin, c'est alors non, pour l'instant, il te faudra plutôt un load balancer en frontal, mais c'est dit, c'est pas impossible d'avoir une liste d'IP de Gnocchi derrière. On l'a pas fait pour l'instant, mais c'est le Launchpad, si tu veux faire un bug, on fera, pas de problème. L'autre question, c'est est-ce qu'on peut faire sortir les données ? Parce que dans Silometer, il y avait la notion de forwarder qui permettait de pousser les données vers l'extérieur, vers un monde. Non, pas du tout. C'est pas le but. Là, on fait du stockage, quoi. On fait pas du pré-processing ou des queues, etc. Si tu veux le faire, tu peux le faire toujours dans Silometer. Tu peux dans Silometer dire bah là, je dispatch dans Gnocchi et je forward ailleurs. Ça, c'est pas impossible. Mais par contre, nous, on est vraiment un endpoint final, quoi. On stocke, on redonne les métriques si tu les demandes, mais on fait pas de forwarding, etc. C'est vraiment pas le but du projet. Je pensais plutôt dans le but de troubleshooting, par exemple, démarrer une collecte d'un seul coup. Je veux démarrer une collecte à la seconde ou à 5 secondes. Je le fais, mais je veux pas forcément lire les données dans OpenStack, mais les lire ailleurs. Ouais. Et les exploiter, puis après me dire tiens, finalement j'ai terminé, j'ai troubleshooté mon truc, je sais où est le problème, clac, je dégomme ma métrique, j'en ai plus besoin, c'est terminé. Ça sera plutôt un use case de Silometer, c'est-à-dire de faire de la collecte, comme tu dis, d'un coup très fine grain, et de la stocker dans un autre endroit potentiellement, temporairement dans des fichiers ou autres, et après de les dropper derrière. Ça veut dire faire cohabiter les deux systèmes ensemble. C'est pas un remplacement à Silometer, ça marche avec Silometer. À la place de stocker dans MongoDB ou dans SQL ou dans Hadoop, etc., tes métriques Silometer, tu les stockes ici, dans Gnocchi. On fait pas la collecte, on fait pas la gestion des queues, c'est vraiment, on est un complémentaire dans Silometer. Maintenant, aujourd'hui, dans Silometer, il y a 3 projets. Il y a Silometer, donc historiquement, qui est la partie collecte, la partie métrique stockage de métrique avec Gnocchi, et le nouveau projet AI, qui s'écrit AODH. Qui est en fait la partie alarming de Silometer qu'on a sorti dans un nouveau projet à côté. C'est le même code, mais on l'a renommé, on l'a mis dans un projet à côté. Donc c'est vraiment, on a 3 projets complémentaires qui marchent ensemble ou indépendamment et qui s'intègrent très bien avec OpenStack comme citoyen de premier niveau, quoi. D'accord, merci. Salut. 2 questions. Est-ce que tu as déjà fait des tests de charge et des tests à l'échelle ? Et si oui, est-ce que tu as des chiffres à partager ? Et l'autre question, c'est comment tu réalises tes tests fonctionnels ? Ah, bonne question. Alors, première question, benchmark. On en a fait l'année dernière, ce qui ne veut absolument rien dire, quoi, il y a un an, mais bon. Ouais, ça marchait très très bien. On n'a pas fait des tests très très longs, avec beaucoup de métriques.
Alors, on a fait quelques milliers de métriques, mais pas des millions. Mais en tout cas, ce qui est plutôt encourageant, c'est que tous les graphes qu'on a fait, comme j'ai dit tout à l'heure, étaient plats. C'est-à-dire qu'en fait, au bout en gros, il y a pas de, c'est pas plus il y a de métriques, plus c'est lent. Peu importe le nombre de métriques, c'est toujours aussi rapide. Donc, on a fait des benchmarks sur la première version l'année dernière. Ça a prouvé ça. Du coup, on a continué. On n'a pas de benchmarks, on n'a personne qui a déployé à large échelle, on n'a pas les ressources pour faire des tests à large échelle, en tout cas de notre côté dans les équipes Gnocchi et Silometer. Normalement, ce mois-ci, il est prévu que je m'attelle à ça, de monter une petite plateforme, parce que j'ai pas non plus 1 million de serveurs, hein, pour justement faire des benches, surtout en fait pour essayer d'avoir une petite idée de ce qui est plus performant entre Swift, Ceph, InfluxDB. Je pense que ce sera pas InfluxDB, mais entre Swift et Ceph par exemple, savoir si ça marche bien. Je suis le plus à même, enfin, en tout cas nous les développeurs, de faire des tests un petit peu borderline et de faire cracher un peu les trucs pour voir si c'est résistant. On voudrait aussi un petit peu bosser là-dessus parce qu'on sait qu'il y a quelques cas où c'est pas forcément super résistant. Après, les gens qui l'utilisent aujourd'hui sont plutôt contents, mais on ne connaît pas non plus la volumétrie. On a lancé un sondage aujourd'hui en fait sur la liste OpenStack Dev pour savoir justement comment utilisent les gens Silometer et Gnocchi, à quelle échelle, pour avoir un petit peu des stacks. On a très peu de gens. Il y a eu 2 talks ou 3 qui ont été proposés pour le summit à Tokyo fin octobre. Il y a eu 3 talks de proposés où ils parlent de Gnocchi. Je ne sais même pas qui sont ces gens, quoi. Donc il y a des gens qui utilisent Gnocchi, je ne les connais pas. Et je suis un peu triste du coup parce que j'aimerais bien que les gens me disent je l'utilise, ça fonctionne. Mais à quel niveau de performance, de métrique. Et ça, on n'a pas de métrique sur notre projet de métrique, c'est un petit peu chiant. Et pour les tests fonctionnels, en fait, on a un outil qui commence à se répandre dans OpenStack. Parce qu'on a à peu près la route de Tempest et compagnie, ça faisait un petit peu peur, moi, Tempest, alors j'ai fait non. Et du coup, on a un développeur qui a créé un outil qui s'appelle Gabi, qui est utilisé par Silometer et par d'autres projets maintenant, parce que beaucoup de gens commencent à l'utiliser, qui, en fait, te permettent d'écrire des tests fonctionnels, donc en gros du HTTP, dans un fichier YAML, ce qui est plutôt rigolo à écrire, des scénarios en fait de requêtes. C'est ce que j'utilise typiquement pour construire la documentation par exemple. Et ces tests-là sont utilisés en test unitaire, c'est-à-dire qu'on utilise ces tests-là quand on fait les tests unitaires Python classiques. Et Gabi te permet aussi d'utiliser ces mêmes fichiers-là en test fonctionnel. Donc tu peux installer Gnocchi, le déployer, et utiliser les mêmes fichiers de YAML qu'on a de scénarios, et faire des vrais tests de ta plateforme une fois déployée, et voir que ça fonctionne bien et que l'API n'est pas cassée ou autre. Donc ça ressemble un petit peu à ce que vous êtes en Pest, sauf que c'est beaucoup plus sexy et beaucoup plus facile à utiliser. C'est vraiment super simple. Quand Tempest, ça fait un petit peu peur à chaque fois à utiliser, à écrire là, tu écris du YAML, tu écris des scénarios comme un utilisateur normal en fait, donc c'est plutôt facile. Autre question? Juste pour être sûr d'avoir bien compris qui fait quoi entre Silometer et Gnocchi. Si je prends 2 exemples de use case que sont l'autoscaling avec Hit ou la collecte de métriques concernant les composants d'OpenStack, pour ça, il faut toujours Silometer, obligatoirement. Ouais. Et donc, on utilise le driver Silometer Gnocchi au lieu d'utiliser le driver MongoDB. Exactement. Okay. Par contre, un autre use case qui est juste de stocker des métriques par rapport à une application random qui tourne dans le cloud. Ouais. Là, l'utilisateur qui va vouloir stocker ses métriques, il va taper directement l'API de Gnocchi. C'est ça. En fait, on est exposé au niveau de Keystone comme un nouveau service de métriques sur lequel tu peux t'authentifier pour que ce soit configuré de cette manière-là, évidemment. Tu peux t'authentifier en tant qu'utilisateur auprès de Gnocchi, accéder à tes propres métriques pour que Silometer soit déployé et collecte des mesures sur tes instances, etc. Mais tu peux aussi créer tes propres métriques, sauf si c'est désactivé ou autre. Mais le but, c'est ça, c'est de permettre ce qu'on voulait faire avec Silometer, mais c'était pas très utilisable à cause des problèmes de performance. Tu peux permettre aux utilisateurs de créer leurs propres métriques et de stocker des métriques, comme tu dis, pour leur application, leur pass ou quoi que ce soit. Tu as les mêmes outils en fait, à disposition que tu utilises Silometer ou que tu sois un lambda qui utilise sa propre application, son propre Silometer, entre guillemets, son propre outil de récupération de métriques et d'envoi. Ok, donc Gnocchi est dans le catalogue Keystone et dispo. Ouais, tout à fait. Oui, j'ai pas précisé ça, mais on intégrait vraiment jusque-là dans OpenStack. Peu de questions? Merci. Bonjour. Alors, donc moi et Pierre, aujourd'hui, on va vous parler de la collecte et de l'utilisation des métriques OpenStack dans un contexte de cloud public. Donc, qui sommes-nous déjà? Moi, je suis Ala Rezmerita, je suis ingénieure de développement chez CloudWatt. Je suis contributrice OpenStack et j'ai contribué notamment dans Silometer, dans Tempest, Horizon et d'autres projets. Et Pierre Souchet, software architecte chez CloudWatt. Un petit mot sur CloudWatt, ceux qui ne connaissent pas. Donc, CloudWatt a été créé il y a 3 ans.
C'est un cloud public français. Depuis mars 2015, il appartient à 100% à Orange. Et la grande spécificité de CloudWatt est qu'on utilise uniquement des logiciels open source. Donc OpenStack et OpenContrail pour la virtualisation, pour la couche réseau. Alors, voilà, donc on s'est présenté, c'est fait. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet, métrique CloudWatt. Donc, Tom Hanks, oui, OK. Alors, chez CloudWatt, nous utilisons CollectD pour la collecte des différentes métriques. Ceux qui ne connaissent pas CollectD, c'est un daemon qui permet de collecter des statistiques sur le système sur lequel il tourne et offre différentes manières de stocker ces données. Donc, chez nous, en général, CollectD, il y a une instance locale de CollectD par chaque serveur, chaque VM. Chez nous, chez CloudWatt, on transporte, les statistiques sont transportées via les plugins Write Graphite. Les démons Carbone et la base Whisper sont utilisés pour le stockage de ces statistiques. Et la visualisation peut se faire via Graphite ou Grafana. On a également quelques checks Nagios sur les métriques collectées par CollectD qu'on utilise notamment pour les scripts de capacity planning qu'on verra dans la suite. Donc, métrique donc CollectD. Bien sûr, on utilise quelques plugins classiques de CollectD, comme CPU, Load, Memory pour les statistiques système. On utilise le plugin Interface pour la collecte des informations de trafic. Et le plugin, notamment plugin HAProxy pour CollectD, qui remonte les informations des statistiques sur le service HAProxy. Donc, plugin HAProxy, disponibilité des backends, temps de réponse d'API, les codes d'erreur, etc. Et toutes ces informations-là nous permettent en fait de faire des modifications sur notre infrastructure si on constate des problèmes. Mais je ne vais pas rentrer en détail pour ces plugins-là. Moi, je vais parler plutôt des métriques OpenStack via CollectD. Donc, nous avons écrit chez CloudWatt plusieurs plugins Python CollectD. Ils sont disponibles sur le GitHub de CloudWatt. Et donc, ils sont écrits en Python. On utilise les API internes de CloudWatt et les bibliothèques OpenStack clientes pour collecter les informations d'usage de nos plateformes. Ces informations d'usage, c'est par exemple le nombre de tenants sur notre plateforme, l'utilisation des images publiques, des flavors, des novas, combien de volumes on a, combien de volumes sont en erreur, combien de stack hits sont déployés en production, combien de stacks sont en erreur, ou combien de volumes il y a en erreur. Donc, par exemple, je vais vous montrer quelques exemples. Vas-y, bien. Voilà. Donc là, c'est un graphe qui représente, depuis le début du mois de septembre, le nombre de tenants créés sur notre production. Vous voyez, les chiffres sont cachés. Et ça ne commence pas à 0. Voilà. Donc, ce genre d'informations sont remontées par les clients. Tu peux passer au suivant, s'il te plaît. Par exemple, l'utilisation des images publiques. CloudWatt offre plusieurs images publiques. Ubuntu, Trusty, Precise, Windows, CentOS, SUSE, plein d'images. Voilà, ces plugins nous permettent de remonter des informations sur l'usage des images publiques. De nouveau, les chiffres sont masqués. Voilà. Ce qui est normal. Les flavors, l'utilisation des flavors. Donc là, pour chaque ligne, représente le nombre d'instances créées avec une flavor donnée. Donc là, ces informations sont très importantes pour les équipes métiers, en fait, ça permet en fait de voir l'utilisation de nos flavors et adapter les flavors au cas client, aux besoins des clients. Un des plugins les plus complexes qu'on a en Python, qu'on a écrit, c'est le plugin de Capacity Planning. Alors, chez CloudWatt, nous avons plusieurs agrégats. Donc, un hyperviseur sur lequel va être spawnée une instance Nova. Il fait partie de un ou plusieurs agrégats. Le placement d'une VM dans ces agrégats est dicté par le type de flavor ou type d'image, et bien sûr par la place disponible sur les hyperviseurs dans l'agrégat.
Alors, ce plugin nous permet de surveiller le taux d'utilisation des ressources et remonte, calcule la place encore disponible dans chaque agrégat pour chaque type de flavor possible dans cet agrégat. Quand le seuil critique de disponibilité est atteint, dit check Nagios, il y a des alarmes Nagios qui sont déclenchées, qui nous permettent en fait d'adapter ajuster notre infrastructure. Donc, je vais vous montrer quelques exemples. Donc, ici, sur ce graphe-là, donc on voit le nombre d'instances avec une flavor donnée possible dans l'agrégat normal. Donc, depuis un mois. Donc, ce qu'on voit ici, c'est plusieurs pics. Donc, je répète, c'est pas le nombre d'instances qui sont déployées, c'est la place encore disponible. Donc, ici, on voit plusieurs pics, ici, ici, ici. Et donc, ça correspond soit au nettoyage, par exemple, des comptes provisoires d'évaluation, donc la place se libère, soit des ajustements d'infrastructure, l'ajout de nouveaux hyperviseurs dans les agrégats, ou mutation des hyperviseurs d'un agrégat à un autre. Et ça, les flavors sont typés par agrégat, donc on a cette information-là. Passe au suivant. Et on a exactement pour chaque agrégat qu'on a, par chaque flavor qui est possible dans l'agrégat, ce plugin nous remonte ce genre d'informations. Juste avant de passer la parole à Pierre, juste de vous dire que n'importe qui chez CloudWatt peut consulter ces valeurs. Donc c'est ouvert à tout le monde, chez CloudWatt, je veux dire. Et donc n'importe qui peut les voir. Et les équipes métiers, ils sont très régulièrement consultent ces métriques-là pour savoir qu'est-ce qu'on va proposer dans le futur. Voilà, et je vais passer la parole à Pierre, qui va nous parler de la facturation et des métriques kilométeurs qui sont utilisés ou pas pour la facturation. Oui, vas-y. Donc là, vous stockez des données pour le métier. Est-ce que vous remontez aussi toutes les métriques liées aux instances comme le CPU, les I/O, le réseau? Alors, ça, c'est cette partie, tu veux dire kilomètres, les métriques kilomètres Bah ouais, du coup, la supervision, enfin le monitoring, enfin la partie monitoring des instances, est-ce que vous utilisez Graphite ou vous utilisez... Alors, on ne monitore pas les instances de nos clients. Alors, ouais, je parle du monitoring, enfin les courbes CPU, quoi, les courbes CPU, I/O, réseau. Bah, ça, pour nos infrastructures, oui, bien sûr. Pour vos serveurs, mais pour les instances des clients? Non. Donc, quelqu'un qui démarre des instances chez vous, il peut pas avoir des courbes comme sur CloudWatch sur Amazon? Non. D'accord. Ok. Donc, Pierre? Bonjour. Donc, je vais vous parler d'un sujet passionnant, le billing. Donc, c'est assez rébarbatif en fait, mais c'est quand même ce qui doit faire tourner la boîte au final. Donc, d'abord, je vais vous parler de qu'est-ce qu'on fait payer en fait dans le cloud. Dans le cloud, en fait, la ressource qu'on vend, en fait, ça s'appelle le tenant dans OpenStack. C'est parfois aussi appelé project ou projet en français. Donc, toutes les ressources en fait sont dans des tenants dans OpenStack, à part une petite ressource qui sont les keepers, mais grosso modo, tout se retrouve dans les tenants. Et qu'est-ce qu'on a envie de faire payer d'autre? Eh bien, au-delà des ressources dans les tenants, on a envie de faire payer éventuellement des services additionnels. Un service chez nous assez en vogue, c'est la connexion directe, qui va permettre donc de connecter des réseaux de vos tenants à des réseaux à l'extérieur dans un autre data center ou dans un autre tenant, etc., etc. Alors, qui paye? La personne qui paye, ce n'est pas une personne qui se connecte dans OpenStack, donc ce n'est pas une identité. C'est ce qu'on appelle, nous, le compte payeur. Et un compte payeur, c'est quoi? C'est un identifiant de compte payeur, un email de facturation, un moyen de paiement, et une autre notion qui est complètement absente d'OpenStack, qui est une notion de propriété des tenants. C'est-à-dire que ce compte payeur va posséder un certain nombre de tenants. À ce compte payeur, on peut rattacher des produits additionnels. Donc l'exemple parfait, c'est la connexion directe dont j'ai déjà parlé. Et
nous, de manière additionnelle, pour notamment les comptes un petit peu larges, on peut avoir des sortes de hiérarchies de comptes payeurs qui vont permettre de faire des factures à plusieurs étages. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans OpenStack pour servir Qu'est-ce qu'il y a dans OpenStack pour servir en fait à résoudre tous ces problèmes-là? La première bonne nouvelle, c'est qu'il y a les tenants. Donc, toutes les ressources sont scopées dans un tenant. Donc, c'est assez simple en fait de retrouver quand vous lancez une instance ou quand vous stockez des données dans Swift. C'est assez facile de retrouver le tenant dans lequel ces données sont stockées ou utilisées. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. L'autre bonne nouvelle, c'est que généralement, OpenStack fonctionne avec des bus de messages. Ça veut dire qu'on peut écouter ce qui se passe dans OpenStack sans, en théorie, perturber le fonctionnement d'OpenStack. Et enfin, on a les métriques. Donc, tout dans Ceilometer et bientôt dans Gnocchi. Sur le papier, on a tout. Alors, ce qu'il n'y a pas dans OpenStack, c'est le compte payeur déjà. On n'a pas de notion de regroupement de tenants. Et au-delà de ça, on n'a pas réellement en fait, de notion d'appartenance d'un tenant à quelqu'un qui paye. Donc il n'y a pas de notion de propriété en fait, et donc OpenStack, à travers Keystone, ne gère en fait réellement que les accès. C'est-à-dire cette personne-là a le droit de travailler sur ce tenant avec tel droit, mais il n'y a pas réellement de notion de propriété. Et puis pour les produits multi-tenant, comme typiquement la connexion directe, pareil, OpenStack ne gère que les accès. Donc il va nous falloir un autre référentiel qui va se charger en fait, de dire tel tenant, en fait, il est rattaché à tel compte payeur, et du coup, c'est ce compte payeur qui va payer à la fin du mois. Donc, sachant tout ça, on va faire un petit applicatif, et puis on va... Lors de la phase de provisioning, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un compte payeur. Et puis, si d'aventure on crée un tenant et qu'on le rattache à ce compte payeur, on va créer ce tenant dans OpenStack. On va le rattacher à ce compte payeur. On ajoute nos produits multi-tenants. Et puis, si on a d'autres tenants, on va aussi les rajouter à ce compte payeur. Et puis, c'est très facile. À la fin du mois, pour chaque compte payeur, on liste tous les tenants. On fait la somme des métriques Ceilometer. Et puis, c'est gagné. Hop. Il y a un petit problème, c'est que ça marche très bien sur le papier. Donc nous, à l'époque, quand on a commencé à faire de l'OpenStack, il y avait Ceilometer qui a les problèmes dont on a déjà entendu parler, donc notamment des problèmes de scalabilité, etc. Et puis, il y a tout un tas de corner cases qui ne sont pas réellement traités. Et donc, faire ça, ce n'est pas suffisant. Ça marche effectivement de manière théorique, mais la pratique se heurte à d'autres réalités. Alors, ça marche mal. Sur notre DevStack, tout marche parfait. Mais évidemment, quand on se met à avoir des hyperviseurs qui commencent à avoir des défaillances, quand on a besoin de tuer une VM, c'est-à-dire pas par les méthodes classiques, donc là, on se retrouve avec des identifiants OpenStack manquants, par exemple. On peut se retrouver avec des identifiants incorrects aussi sur certaines méthodes, dans certains composants où l'appelant est confondu avec la ressource. Enfin, il y a des cas un petit peu limites comme ça. Et puis, faut énormément se méfier des états de VM comme indiqué dans Nova. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé les états des transitions d'état dans les VM. Donc dans OpenStack, il y a ce schéma-là qui est simplifié. C'est le schéma de référence en fait qu'il y a dans les faits. Il est un petit peu plus complexe que ça. Mais attention, il y a un petit piège. Il y a un élément là pile au milieu. C'est le statut d'erreur. Donc il est au milieu, déjà c'est symptomatique. Et un statut error, en fait, c'est une VM allumée ou pas. C'est-à-dire que pour nous, c'est assez embêtant dans le sens où une VM parfaitement fonctionnelle peut être en statut erreur, comme une VM complètement éteinte. C'est difficile de le savoir, en fait. Alors, il y a d'autres états dans OpenStack qui vont permettre d'avoir cette information-là. Notamment, il y a des statuts sur l'hyperviseur qui vont permettre de dire est-ce que cette VM a un état allumé ou pas. Mais là encore, on se retrouve avec des corner cases. Par exemple, quand vous terminez une VM, son état restera indéfiniment allumé. Donc, il y a tout un ensemble de cas comme ça qui sont un petit peu problématiques. Et donc, qu'il faut adresser de manière... alors,
sur le plan théorique, on ne les voit peut-être pas quand on est tout en local. Quand vous êtes dans un environnement distribué, ben là, vous avez des problèmes, vous avez des pertes de statut, ce genre de choses, et donc des transitions entre guillemets impossibles qui font que le billing ne va pas marcher. Alors, à l'époque, nous on a utilisé Celometer. Le théorème, c'est vous avez n et m, deux valeurs trop petites pour votre cas d'usage. Et ben dans ce cas-là, Celometer ne marche pas bien. Donc si vous avez plus de n-tenant ou si vous voulez conserver les données de plus que m jours. Évidemment, m jours est largement inférieur à toute façon ce dont vous avez besoin pour votre billing. Donc il va falloir trouver des solutions. Le problème qu'on a eu, c'est le premier service qu'on a mis en place réellement, c'était Swift. Donc Swift, ce qu'on voulait faire facturer, c'est éventuellement le nombre de requêtes, la volumétrie en bande passante sortante ou entrante, ou peu importe, les deux. Et alors Swift a une propriété, il permet par exemple de faire des partages pour la terre entière. Donc vous pouvez héberger votre site web, utiliser Swift en fait comme un CDN pratiquement. Et donc auquel cas, c'est pas une ou deux images glance qui se baladent sur Swift, c'est des milliers et des milliers de requêtes, des millions de requêtes par heure éventuellement. Et ça a comme propriété de tuer complètement Celometer. Vous vous mettez à avoir un seul tenant dans lequel vous avez 3 millions de requêtes heure, là, il n'y a plus personne après quelques jours. Donc, les solutions qu'on a retenues. La première, c'est pour Swift, qui était notre premier gros problème. On continue d'utiliser Celometer pour connaître l'utilisation en fait, de l'espace dans les différents conteneurs de Swift. En revanche, on ne stocke pas la valeur longtemps. On lui met un TTL très court et puis on la nettoie très vite, de manière à éviter d'engorger Celometer. Et on récupère, en fait, on sample cette valeur-là et puis on la stocke dans une base de données intermédiaire, en fait, où là, on va conserver des données horaires. Donc ça nous assure une volumétrie prédictible et bon, ça ne pose pas trop de problèmes après pour la scalabilité de Celometer. L'autre point, qui était donc le point qui nous embêtait le plus, c'était justement le Swift utilisé comme un CDN. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis, il doit être disponible déjà en upstream, il me semble. C'est l'écriture d'un petit middleware pour Swift, qui va permettre en fait de regrouper la consommation par tenant. C'est-à-dire, de base, Swift, Celometer le plugin Celometer de Swift va cracher entre guillemets toutes les requêtes qui vont être faites sur Swift. Donc là, l'idée, c'est qu'au niveau de Swift même, on va agréger en fait toute cette consommation et puis la ressortir en fait par tenant. Ça a un énorme avantage, ça permet de rendre entièrement prédictible sur base horaire, par exemple, la volumétrie du nombre d'événements, le nombre de samples qui vont être publiés dans Celometer, et donc du coup de pouvoir adapter son infrastructure et pas être à la merci, par exemple, d'un très grand nombre de requêtes qui pourrait faire tomber l'intégralité en fait de Celometer. Alors, les solutions retenues sur les autres parties. Alors, sur les autres parties, en fait, on a eu un peu le même diagnostic en fait, que celui qu'a fait Julien tout à l'heure. C'est que typiquement, le problème de la capture en fait, de l'environnement en permanence fait que ça a ajouté une volumétrie très significative. Donc, pour toutes les ressources, en fait, ce qu'on fait, c'est que on a créé un collecteur indépendant qui se branche sur le bus Oslo. Le bus Oslo, c'est là où navigue un petit peu tout ce qui se passe en fait au sein de votre cloud. Et du coup, on va récupérer en fait tous les événements qui nous intéressent pour les différents composants, que ce soit Nova, Cinder, Glance, Hit, etc., etc. Et on va se contenter au moment de la création des ressources en fait de faire une capture en fait de leur état. Donc par exemple le type de flavor pour une instance, sa taille, etc., etc. Et si d'aventure cette ressource est modifiée par la suite, on va historiser ce changement. Donc l'exemple parfait, c'est vous avez une première instance sur une petite taille et puis vous décidez de la redimensionner. Et bien, le cas échéant, dans ce cas-là, on va stocker dans une autre base de données complètement indépendante en fait, de Celometer
simplement ces transitions d'état. Et à partir de ces transitions d'état-là, on va être capable de calculer sur n'importe quel range de durée en fait, l'état en fait, de nos VM de manière à pouvoir les biler. Donc, dans l'idée, le cycle de vie classique en fait, d'une VM, c'est je la démarre. Donc là, on va capturer l'intégralité en fait, des métadonnées associées à cette VM. Je joue un peu avec, je la redimensionne. Donc là, on va stocker là aussi ces données de redimensionnement. Et puis ça va nous permettre, et puis après je l'arrête et puis je la détruis, pourquoi pas. Précisément les timestamps où toutes ces opérations sont réalisées. Et après, ça va nous permettre donc de dire, de balader dans le temps et puis de dire à ce moment-là, vous aviez tant de minutes consommées avec tel flavor, etc. etc. Nous, ce qu'on fait chez CloudWatt aujourd'hui, c'est on a une vision heure par heure en fait, de ces états. Mais encore une fois, ce sont des états purement virtuels, c'est-à-dire ils sont complètement calculés et puis on pourra choisir ils sont stockés au final avec très très peu d'états distincts en fait, dans une base de données. L'autre intérêt de faire ça, c'est que ça nous permet de gérer les cas particuliers. Donc les fameux cas particuliers d'erreur, par exemple, vont pouvoir être adressés. Alors, pas toujours de manière très heureuse, c'est-à-dire que c'est parfois un peu après coup, c'est-à-dire là on avait une VM en erreur, c'est un cas qu'on n'avait jamais vu parce qu'il y a une live migration qui ne marche pas, comme dans 70% des cas, voilà, etc. Donc, c'est ce genre de choses qu'on peut adresser de manière précise. Et donc, soit traiter ces cas-là de manière à dire, quand on a un resize et que la VM devient en erreur, en fait, ce n'est pas factuellement un état, c'est juste le resize qui est en erreur, et la VM en fait, originale continue à fonctionner dans son état nominal. Donc, dans ces cas-là, ça nous permet déjà de traiter l'ensemble de ces cas. Voilà, donc c'est à peu près tout. Si ce n'est, je voudrais juste ajouter que là, on est en train justement d'ajouter en fait, des API publiques qui sont commerciales, qui ne sont pas standardisées en termes de projets OpenStack à proprement parler, mais qui permettent de refléter ce modèle et donc qui vont permettre prochainement de pouvoir interroger en détail justement tous ces états du billing et de pouvoir avoir une vue heure par heure éventuellement de toute sa consommation et voilà. Donc si vous avez des questions, je suis... J'ai une question qui est un peu hors sujet, mais c'est par rapport au premier slide où Ala, tu as dit que tu avais travaillé sur Flame. Et du coup, je m'interroge si vous travaillez toujours dessus. Oui. Et si il est prévu de l'intégrer. Alors, c'est déjà intégré dans la console CloudWatt. On peut exporter en fait les templates utilisant Flame. L'intégrer dans OpenStack en termes de développement. Je sais pas, au sein de HIT par exemple, peut-être faut expliquer ce que c'est pour... Alors Flame, c'est un petit outil qui permet de générer des templates HIT à partir de l'infrastructure déjà déployée. C'est-à-dire quelqu'un déploie dans son tenant une VM, des réseaux, des volumes, attache des volumes à ces VM. Et avec une Flame, ça exporte le template correspondant à l'infrastructure déjà déployée. Et ça aussi exporte le HIT stack data file. C'est un fichier en fait, qui permet après d'adopter cette infrastructure dans une stack HIT. Donc, pour répondre à ta question, oui, on travaille sur Flame. On est en train d'apporter, il y a quelques patchs en cours, en review actuellement. Mais on a donc intégré Flame dans la console CloudWatt. Donc, tous nos clients peuvent exporter déjà les templates HIT correspondant à leur infrastructure. On va l'utiliser prochainement pour DC2. Mais on n'a pas pensé vraiment de l'intégrer dans HIT. Ça pourrait être un dépôt à part, mais dans le projet... Alors, il y a quelques projets déjà qui sont en cours. Il y a un projet qui est poussé par Rackspace. Je ne me rappelle pas exactement le nom. On n'a pas... Il est bien... Pour l'instant, il est bien standalone. Donc, peut-être à Summit, on va pouvoir discuter avec les corps de HIT pour voir si on peut l'intégrer d'une manière quelconque dans HIT. Donc, on va aller manger. Juste pour finir, donc sur le programme des meet-up, donc Adrien s'occupe du prochain meet-up. Donc, c'est en calage pour le mois de octobre. Et novembre, on est en préparation sur des thématiques autour d'Open Compute. Donc, on est en discussion là, avec plusieurs contributeurs du projet et des
et des sociétés qui utilisent Open Compute. Et autrement, donc un événement open source. Oui, juste le prochain meet-up, donc c'est vraiment dans pas longtemps. Donc normalement, si tout se passe bien, vous aurez les infos bientôt. Ça serait mi-octobre, donc c'est dans 2 semaines en fait. Donc suivez bien les news. Dernière semaine d'octobre, pour ceux qui ont la chance d'y aller, il y aura le summit à Tokyo. Je pense qu'on se retrouvera en tant que entre francophones pour une petite soirée, suivant ce qui est possible. Effectivement, un autre meet-up au mois de novembre sur Open Compute. Et ce dont tu voulais parler, Erwan, c'est le Paris Open Source Summit, si je ne me trompe pas, un solution Linux pour ceux qui connaissent d'avant, qui a lieu donc les 18 et 19 novembre. Voilà, 18 et 19 novembre. Et donc OpenStack FR aura un stand là-bas. Tout le monde est bienvenu pour aider à tenir le stand et à répondre aux questions des gens qui viendront demander c'est quoi OpenStack, ou plutôt peut-être qu'ils viendront demander est-ce que ça marche OpenStack, je ne sais pas maintenant. Il y a un Framapad, ou je ne sais plus, si vous voulez vous inscrire pour dire que vous serez présent. Et puis sinon, dans tous les cas, vous serez les bienvenus pour venir dire bonjour pendant ces 2 jours de Paris Open Source Summit. Voilà, merci à vous et bon appétit.